J'ai une excellente nouvelle. Cet épisode est sponsorisé par Apnea, le nouveau spécialiste de vente de matériel d'apnée en ligne. Vous pouvez y retrouver des bipalmes Motion Off, des monopalmes 7MA Composite, des masques C4 ou encore des lunettes Evolve sur apnea.com. Avec le code APNEYA5, vous pouvez acheter ce dont vous avez besoin pour vous immerger avec confort et avec 5% de réduction. Bref, on arrête la publicité ici, mais merci tout de même à Greg, le cofondateur d'apnea.com, de croire en ce podcast et de le sponsoriser. Allez, let's dive! Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi sponsorisé par PoseidonCyprus.com. Il nous propose un stage d'apnée et de yoga, 100% francophone sur l'île de Chypre. Ils nous reçoivent dans une villa au bord de mer, avec piscine et espace de détente. Il y a aussi un chef particulier qui va vous préparer tous les jours des repas végétariens. Tout est inclus, on n'a plus qu'à profiter. 10 places maximum, encadrées par 3 professionnels. Les places sont limitées, alors rendez-vous sur PoseidonCyprus.com, Océanide. Vous venez d'écouter l'introduction de la finale de l'équipe de France élite homme de hockey subaquatique contre les All Blacks de Nouvelle-Zélande. C'était durant les championnats du monde CMAS de hockey subaquatique en Australie. C'était le 30 juillet 2023, devant 8000 streamers sur YouTube et des centaines de supporters sur place. À la tête de l'équipe de France subaquatique, Nicolas Merlier. Nous avons la chance de le recevoir aujourd'hui sur la Freediving Family. Nicolas va nous faire découvrir son sport et nous expliquer comment fonctionne le hockey subaquatique, ses règles, son équipement, son histoire, comment être sélectionné pour rejoindre l'équipe de France, et puis bien sûr, il va nous raconter comment il a vécu ces derniers championnats du monde. Nicolas Merlier, ou l'art de montrer l'exemple pour motiver, ça commence maintenant sur la Freediving Family. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de noter 5 étoiles. Salut Nicolas! Salut, enchanté. Bon, en tout cas, on est très content de te recevoir sur la Freediving Family. C'est la première fois qu'on va parler du hockey subaquatique. Et je crois que tu as un rôle très important dans ce sport parce que tu es capitaine de l'équipe de France élite. C'est bien ça? Bah, exactement, et ça va faire quoi? On va dire officiellement pour les championnats du monde qui ont eu lieu en 2023, ça a été là ma première vraie sélection en tant que capitaine. Donc un enjeu important qui amenait un peu de stress, mais qui était en même temps très plaisant. Bah ouais, c'est du bon stress. Et pour les gens qui connaissent pas du tout, Nicolas, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton sport, le hockey subaquatique? Combien il y a de participants? Sur quelle profondeur ça se Ah, fait? Est-ce que ça se fait en mer? Est-ce que ça se fait en piscine? Combien de temps ça dure un match? bah alors là, on va parler d'un vrai match officiel. Généralement, ça se joue qu'en piscine. En mer, c'est très compliqué vu le fond. On joue sur des piscines généralement plates, sur un fond plat. Un terrain idéal et qu'on retrouve le plus souvent, c'est 25 mètres de long, 15 mètres de large et 2 mètres de profondeur. On joue à 6 contre 6 pendant 2 fois 15 minutes.
Ok. Et vous avez une petite crosse, c'est ça qui fait quoi, 20-25 centimètres? Ouais, c'est ça. En fait, le palais, c'est un palais qui est en plomb recouvert plastique qui fait 1,2 kg, 1,3 kg. Et du coup, qui reste en permanence collé au fond de la piscine. On ne peut pas le remonter à la surface ou quoi que ce soit. Et en fait, on joue palmas tuba. On joue allongé sur le fond de la piscine et on pousse avec une crosse qu'on tient à une seule main. Et ouais, ouais, c'est ça qui fait 20-25 cm de long. Et on progresse en palmant en apnée au fond de la piscine. Ok. Et donc 2 fois 15 minutes, je suppose, parce que ce sont des matchs qui sont intenses, surtout au niveau, on va dire, quand je parle un peu apnée pure, là, en tolérance CO2, les immersions que vous faites, c'est quoi? C'est 10-15 secondes maximum? Ouais, quelqu'un qui fait une apnée de 20 secondes en match commence à être une très très grosse apnée. Donc, en fait, ce qu'il faut considérer par rapport à de l'apnée, on va dire plus classique, qu'on peut retrouver dans d'autres disciplines, c'est que nous, l'effort qu'on fait en apnée est court, mais par contre, c'est comme si on faisait un sprint à chaque apnée. Hmm. Donc, on va descendre et en plus de faire ce sprint en apnée, on a la contrainte des autres joueurs qui viennent au contact pour disputer le palais. Ouais, c'est un peu, vous vous foutez un peu sur la gueule quand même, non? Ouais, il y a de l'engagement physique, ça reste un sport de contact. Et On se fout pas sur quelles la sont gueule, les choses qui mais sont clairement, c'est interdites, un par sport de exemple? contact. Il faut pas avoir peur de mettre son épaule en opposition, de pousser un peu l'adversaire, parce que lui ne se gênera pas en tout cas. Ouais. Et parfois, il y a des accidents, un peu des coups de crosse dans les dents. Vous vous Non, protégez non, comment? non, non. Alors, pour se protéger principalement les dents, parce que c'est ce qui peut casser assez facilement avec le palais, en fait, on a un protège-bouche qui est obligatoire pour éviter justement tout choc au niveau des dents qui pourrait casser. Après, les blessures qu'on peut retrouver chez nous, principalement, ça va être dans le paquet, prendre une épaule ou un genou, voire un palais au niveau du visage et te faire ouvrir un peu l'arcade ou la pommette, mais ça va jamais plus loin. Ok. Et On le n'a jamais eu de protège-bouche? traumatisme. Ouais, protège-bouche obligatoire, de toute Mais c'est façon, comme dans pour. les sports de combat, c'est le truc qu'on met dans la bouche, comme ça, Alors, ou... il y en a qui jouent dans certains pays. Je sais que Colombie, Angleterre jouent avec un protège-dents de boxeur. Nous, Ok. c'est vraiment un protège-bouche qui est fixé sur le tuba et qui protège toute la bouche et même les lèvres, toute la partie basse du visage Ah, quasiment. ok, c'est connecté au tuba. C'est ça. En fait, c'est quelque chose, c'est un protège-bouche qui est fait pour qu'on rajoute sur le tuba et qui protège toute la partie basse du visage sous le nez. Ok. Et vous avez des palmes, mais je suppose elles sont pas comme en apnée, elles sont plus petites, elles sont en plastique, elles sont en fibre de verre, elles sont en quelle matière? Bah, alors, c'est la voilure généralement, c'est des 450. Donc, on a des voilures qui sont beaucoup plus courtes que pour de l'apnée. Étant donné qu'on doit faire des changements de direction, se retourner, repartir, ça serait impossible avec des voilures d'apnée de se retourner, de réaccélérer. Ça serait un vrai calvaire. Ouais. Mais par contre, à haut niveau, c'est des palmes en carbone. Quasiment tout le monde joue avec des palmes en carbone ou en fibre. Ah, vous êtes en palme au carbone quand même. Ok. Oui. Bah, de toute façon, c'est comme pour l'apnée, le rendu de la puissance qu'on met dans le palmage est plus important que si c'était comme on jouait il y a quelques années, tous avec des palmes en plastique. Ok. Et la crosse, c'est tout le monde a la même ou parfois il y a des grammages au Non, niveau? alors les crosses, il existe plusieurs modèles. Elle doit respecter certaines conditions pour être validée par les arbitres avant le match. Mais après, chacun a plus ou moins son type de crosse ou adapte un peu sa crosse à sa manière de jouer. On va dire que les joueurs de la ligne arrière ont tendance à avoir des crosses un peu plus grosses que pour jouer devant, parce que pour arrêter des passes, c'est un peu plus facile. Mais par contre, elles sont potentiellement un peu moins maniables. Ah, donc il y a vraiment Donc, les défenseurs et les attaquants. ouais, c'est très tactique. C'est très tactique, surtout que la particularité, c'est que contrairement à tous les autres sports co, on ne peut pas se parler. Ouais. Ça veut dire que Donc, vous devez toujours garder bien dans le visuel le palais et la position de vos camarades. exactement. Parce que tu prends un match de foot ou un match de rugby, un joueur qui est cuit, tu lui fais une passe, il est capable de récupérer le ballon et de refaire une passe derrière. Hmm. Ok, un joueur qui est dans le rouge complet, tu lui fais une passe, il est en surface en train de respirer. Ouais. Donc, il faut être capable de gérer aussi le temps faible de ses coéquipiers ou de laisser le temps à ses coéquipiers de respirer pour pouvoir prendre le relais sous l'eau.
Ok. Et toi, en tant que capitaine de l'équipe de France, tu as mis en place des stratégies bien spécifiques avec tes coéquipiers? Alors, personnellement, non. On va dire que c'est la tactique, en équipe de France, c'est la tactique des coachs qui ont vraiment mis ça en place. En plus, pour les championnats du monde de 2023, la particularité, c'est qu'on a décidé qu'on allait, enfin, les coachs ont décidé qu'on allait changer de système de jeu parce que la France est très connue pour avoir un système de jeu entre guillemets basique qui est trois avant, trois arrière. Ok. Et là, on a changé cette tactique et on s'est mis à jouer un attaquant en pointe, une ligne au milieu de trois et deux arrières pour essayer d'avoir un jeu plus ouvert et plus percutant en attaque. Et du coup, ça, c'est vraiment une décision des coachs qui finalement a fait ses preuves vu les résultats en Australie. Et après, de manière générale, c'est généralement le coach de l'équipe qui met en place la tactique et après, on voit comment on Ok. peut l'améliorer en apportant chacun notre petite pierre. Et c'est quoi les qualités que doit avoir l'attaquant qui est, là, qui est premier devant? Ah, celui qui est tout seul devant la pointe, ça doit être quelqu'un qui doit être hyper explosif, qui doit forcément avoir un cardio assez monstrueux parce qu'il doit être capable de. En fait, quand il récupère un palais, il est tout seul. Et surtout, il doit avoir une grosse capacité à conserver son palais. Parce que Hmm. vu qu'il est tout seul isolé devant, notre but, c'est de le toucher et qu'il crée le plus gros décalage possible avec les arrières adverses. Et après, attendre du soutien pour relancer vers l'avant. Donc, Ok. Donc c'est pas je pense que forcément celui qui a le c'est un des plus postes d'apnée. les. Je dirais que c'est celui qui a le plus gros sens du sacrifice dans l'équipe. Ok. Le plus violent. Alors, pas le plus violent, mais celui qui va être capable de. Il sait que quand il récupère un palais dans la profondeur, en première intention, il est tout seul. Donc, ça va être de gagner le plus de distance pour étirer au maximum l'équipe adverse et après être capable de conserver son palais pour produire du jeu derrière. Ok. Et en général, sur 15 minutes, là, vous faites 2 fois 15 minutes, c'est combien de points que vous mettez dans un match? Je dirais qu'un score très serré, on est facilement sur du 1-0, 3-2. Et après, dès que les niveaux s'écartent un petit peu, on peut facilement tomber sur du 5-1, 6-0. Ok. On est quand même plus proche des scores de foot que d'autres sports en termes d'équivalence. Ouais, je pensais que vous auriez marqué plus. Et je vois que en France, il y a 5000 licenciés qui sont répartis dans 80 clubs et qu'il y a 26% de femmes. Et je vois aussi que l'équipe de France homme a été 3 fois champion du monde en 98, en même temps que l'équipe de foot, 2008 et 2013. Est-ce que les filles ont aussi été championnes du monde? Alors, à ma connaissance, je ne crois pas, je ne pense pas. Mais on a quand même, même si elles, entre guillemets, elles sont que 26%, on a quand même un pôle chez les filles qui joue très bien. De toute façon, on voit le résultat au dernier championnat du monde. Elles finissent aussi sur la deuxième marche du podium en passant tout près d'être championne du monde. Ok. Et est-ce que tu dirais que les filles sont plus tactiques que les mecs et que les mecs sont un petit peu plus physiques et qui vont plus au contact et que les nanas, c'est un petit peu plus moins physique mais plus tactique? Ouais, je dirais que ça dépend des clubs et des styles de jeu. Parce Ok. que autant il y a des filles qui ont une très très belle gestuelle et une très belle vitesse de palmage, autant il y en a d'autres qui ont un style de jeu, on pourrait dire, en suivant tes propos, beaucoup plus masculin, mais ouais, qui seront un peu plus rentre dedans. Très Hmm. clairement, là-dessus, que ça soit chez les gars ou chez les filles, il y a vraiment tous les styles de jeu. Il y a pas de. Pour moi, il n'y a pas de. Les garçons sont plus bourrins ou les filles sont plus techniques. Les deux sont capables de très bien jouer des deux manières. Ouais, ouais. Non, je posais la question parce que c'était ce que j'avais lu dans un article du Figaro qui expliquait que c'était peut-être parfois plus tactique chez les filles parce que, en vrai, j'ai testé une fois le sport quand j'étais dans mon club de Saint-Malo. Mais les gens se rendent pas compte, mais c'est ultra physique et c'est ultra bourrin quand même. Ça se rentre dedans, ça se met des coups d'épaule. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des Ah, gestes qui sont interdits ou... ah oui, bah ça. Bah déjà, pour en revenir à la première partie de ce que tu disais, c'est que en fait, c'est un effort qu'on n'a jamais l'habitude de faire si on ne fait pas du hockey. Parce que faire un effort en apnée, enfin, dans le quotidien, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais.
Donc c'est vraiment un effort qui demande quand même un peu de temps d'adaptation, ou au moins de découverte. Et là où on a l'impression que surtout au début, c'est un peu bourrin et un peu, on va dire, un peu bordélique, c'est que plus le niveau augmente et plus le jeu est capable de s'écarter rapidement. Là où au début, tout le monde, quand tactiquement, on n'a pas encore tous les acquis, tout le monde va sur le palais en même temps. Donc c'est pour ça qu'au début, ça donne vraiment cette impression de un lâcher de viande au milieu d'un banc de piranha, parce que tout le monde va sur le palais en même temps. Et je pense que c'est ce que tu as dû découvrir la Bah, première fois c'était que tu as essayé. ça. C'était exactement cette sensation-là, ouais. Là où quand le niveau augmente et que tactiquement, les connaissances tactiques augmentent aussi, c'est plus certains joueurs qui vont sur le palais et le but, c'est d'essayer de créer ce décalage pour envoyer un changement d'aile en deux passes. On fait les deux tiers du terrain dans la largeur et on change complètement le sens de jeu. Et après, pour ce qui est des gestes interdits, oui, comme dans tous les sports, surtout dans tous les sports co, il y a beaucoup de fautes. Enfin, beaucoup de fautes. On peut faire beaucoup de fautes, mais déjà, tout ce qui est, en fait, toucher le palais de, avec autre chose que la crosse est une faute. On n'a pas le droit de pousser le palais avec la main, on n'a pas le droit de le prendre dans la main libre, on n'a pas le droit de pousser l'adversaire de son bras libre. Ah, t'as pas le droit de pousser ton l'adversaire, ok. Non, on n'a pas le droit de le pousser. Après, le contact épaule contre épaule est toléré quand ça dispute le palais, mais on n'a pas le droit de faire un raffut comme au rugby. Ok. Et d'ailleurs, pour garantir le fait que toutes ces règles soient bien respectées, vous avez des juges qui sont sous l'eau avec vous? C'est ça. En fait, alors au plus haut niveau, à l'international, et même au championnat de France, pour les finales, par exemple, il y a trois arbitres dans l'eau. Donc en fait, qui quadrillent et qui gravitent autour de la zone de jeu pour s'assurer que ça reste réglementaire. Et quand ils voient une faute, ils le signalent au quatrième arbitre qui est en dehors de l'eau et qui, en fait, avec un système sonore, arrête le jeu. Ok. Et, Nicolas, donc tu es capitaine de l'équipe de France élite de hockey subaquatique. Tu as été Exactement. au championnat du monde 2024. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Du coup, c'était à la Gold Coast en Australie l'été 2023. Expérience incroyable, cadre, en plus cadre incroyable, parce que les infrastructures australiennes sportives font rêver très clairement. Le cadre, comme je disais, les infrastructures sont incroyables. La piscine, le complexe sportif était à 100 mètres de la mer. On était en hiver là-bas, mais il faisait 20, il faisait beau. Et c'était des bassins extérieurs, donc le cadre était très agréable. Et après la compétition, c'était vraiment quelque chose c'était super. Vous avez terminé combien? On perd en finale contre la Nouvelle-Zélande, donc on termine vice-champion du monde. Ok, donc médaille d'argent. Médaille d'argent, donc très fier, mais en même temps petite pointe d'amertume et déception de terminer sur une défaite. Ouais. Bon, après, c'est quand même deuxième meilleure équipe au monde. Donc, franchement, tu peux être fier. Merci de porter haut les couleurs du drapeau tricolore. Et le championnat du monde, c'est tous les ans ou tous les 2 ans? Alors, c'était tous les 2 ans et il y a eu un vote il y a quelques années et maintenant ça passe tous les 4 ans. Donc, les prochains championnats du monde seront en 2027. Ah, c'est à tous les 4 ans maintenant? Waouh, ok. Maintenant, c'est passé tous les 4 ans. Sur 2027, on ne sait pas encore où est-ce que ça sera. Et cet été, avec l'équipe de France, on a un championnat qualificatif pour le championnat du monde. En fait, sur la zone Europe, plus la Turquie et l'Afrique du Sud, on va avoir un championnat où il y a un nombre de places qui seront limitées pour la zone. Et en fait, en fonction de notre résultat, on sera classé dans les poules des championnats du monde. Ça fera comme un tirage de Ligue des Champions où le chapeau poule A, poule B, poule C, et on tire dans les différents chapeaux les équipes. Ok. Et vous avez perdu contre qui pour ces fameux championnats du monde là en 2023? On perd contre la Nouvelle-Zélande, qui était déjà l'équipe qui avait battu l'équipe de France en 2018 en finale. Ok. Et qu'est-ce qu'ils ont de Donc, plus que l'équipe de France? ce qu'ils ont plus, sur le coup, au moins sur les deux finales, ils ont été meilleurs.
Après, ce qu'ils ont de plus, je dirais peut-être que d'en faire dans le cadre scolaire peut aider aussi. Ouais. Je te pose la question parce qu'en fait, j'ai vu que ça a été créé dans les années 50 en Angleterre et que bon, la France fait partie des pays qui sont bons. C'est arrivé en 1964. La première sélection de l'équipe de France pour les championnats du monde, c'était en 1984. Donc c'est peut-être que c'est un sport qui est jeune encore en France et qu'il y a des nations où ce sport est beaucoup plus ancien, comme la Nouvelle-Zélande. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé à en faire en Nouvelle-Zélande, mais le fait que je pense ils ont des très bons joueurs, ils ont des très bons clubs, d'en faire dans le cadre scolaire fait que ça augmente aussi leur dynamique et Mhm. que et le fait d'avoir peut-être aussi plus de licenciés, s'ils en ont plus, ça pour le coup, je ne sais pas, mais qu'ils ont une dynamique de la gagne qui fonctionne très bien et qui crée une émulsion qui fait qu'ils performent. À nous de créer notre émulsion et d'aller les chercher. Nicolas, j'ai vu que récemment en France, il y a le média UWH News qui est arrivé, qui filme les Ouais. matchs sous l'eau. Est-ce que ça fait que vous avez eu des nouveaux licenciés? Est-ce que ça fait que l'équipe de France a des sponsors? Est-ce que cette visibilité médiatique vous aide à avoir de meilleurs moyens? Alors, je ne sais pas si ça a un gros retour pour, on va dire, pour les équipes de France ou pour les clubs. En tout cas, pour nous, en tant que pratiquants, c'est quelque chose d'incroyable, c'est vraiment génial. Je ne sais pas si ça a un impact aussi énorme que ça, parce que, mine de rien, même si on est 5000 licenciés, ça reste quand même un sport très particulier et qui est quand même dans une petite niche. Mais je pense que dans tous les cas, oui, ça a quand même un impact. Ça doit jouer à apporter de la visibilité au hockey, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, quand Et vous partez par exemple sur un championnat du monde, vous avez des sponsors ou c'est vous qui prenez en... Ça vous coûte de l'argent au début? pour les championnats du monde, en fait, il y a la Fédé qui nous donne un budget, mais chaque joueur de l'équipe de France a quand même payé une partie des championnats du monde. En tout cas, du Ok. voyage et de l'hébergement. En fait, on a quand même déboursé une petite somme de notre poche. Ouais, ça représente combien de sa poche? Enfin, je me rends pas compte, Pour les de championnats du l'engagement monde, financier que ça vous demande, vous, en tant qu'athlète. pour l'Australie, si je ne me trompe pas, je pense que c'était autour des 1000 1500 € par joueur. Ok. Ouais, donc ça Et représente quand même un engagement ça, financier. oui, ça reste un engagement financier, ça c'est sûr. Ouais. Et depuis 2023, depuis ouais, c'est ça, début 2023, en plus, les joueurs de l'équipe de France ont maintenant le statut de sportif de haut niveau. Hmm. Depuis janvier Et, 2022, ouais. c'est ça. Et Ouais. alors, est-ce que, en le conservant, en ayant les résultats, est-ce que cela nous aidera à avoir plus de budget et plus de... Ça, on le verra. Mais dans tous les cas, pour nous, c'est quand même une grosse reconnaissance, étant donné que c'est quelque chose dont bah, nous, on va se battre pour le conserver et que ceux d'avant nous qui ont été champions du monde et qui ont fait les résultats de l'équipe de France nous ont aidés à avoir, ça c'est sûr. Et au niveau national, je me posais la question, c'est qui la meilleure équipe de France? Bah, actuellement, c'est le club de Fontenay-Trévigny qui est, bah, c'est eux les champions de France en titre. Donc ça sera eux qu'il faudra aller chercher début juin au championnat de France. Parce que toi, t'es dans Donc, quel club, Nicolas? moi, je joue avec le club de Rennes. Ah, mais ouais, t'es un Breton. Putain, je savais que j'étais passé à côté de ça. Ok. Donc Et moi, je joue Rennes, vous avec le êtes club de classé Rennes. combien là? Bah, à Rennes, on est dans le top 4 depuis une bonne dizaine d'années. Ok. Et il y a un haut de tableau en première division qui est très relevé. Donc, l'équipe qui a gagné une année n'est jamais sûre de gagner l'année suivante. Ok, il n'y a pas genre un C'est club qui aussi ça qui domine est. depuis des années, quoi. Il y a, il y a des équipes, il y a des années qui dominaient et en fait, la balance s'est équilibrée et maintenant personne n'est capable de dire qui va gagner le championnat de France avant la fin. Ok. Donc, et c'est aussi ça qui est extrêmement excitant, c'est de se dire qu'on va à un championnat de France et que tout peut jouer. Ouais, c'est excitant, ouais, c'est top. Et pour constituer l'équipe de France, comment ils font? Ils prennent des gens, par exemple, dans l'équipe de Rennes, dans l'équipe de Paris, dans l'équipe de Bordeaux. Comment ils font leur Bah, choix? en fait, on fait des stages de. Déjà, on a commencé, on va prendre cette année. On a fait une journée de sélection de tests physiques, en fait, juste de tests physiques à l'INSEP. C'était début octobre, je crois,
fin septembre ou début octobre. Et donc, en fait, tous les joueurs qui souhaitent postuler en équipe de France sont convoqués, en fait, se disent volontaires et sont convoqués par le staff de l'équipe de France pour faire une journée de test physique. Et en fonction des tests physiques qui sont présentés là, déjà, il y a un premier tri qui est fait. Et ensuite, on part sur des week-ends de sélection. Donc, on en a au moins 5 cette année, qui sont toujours organisés de la même façon. Le samedi matin, quand on arrive à la piscine, dès le matin, aux alentours de 8 heures, on s'échauffe, on aura deux tests physiques, un test de nage et un test d'apnée. Et vous devez faire quoi comme Après ça, on a épreuve? différents blocs. Alors, le test nage, c'est un 12 minutes PMT, Ok. 12 minutes palme à bas, donc faire le plus de distance possible. Et toi, t'avais Et fait combien par exemple? moi, je suis à 985. Ok. Je crois que c'est un de mes meilleurs résultats. De toute façon, malheureusement, je ne suis pas un très très grand nageur, mais il faut se donner les moyens de réussir. Et après, on enchaîne assez rapidement avec le test apnée qui est en 7 minutes le plus d'apnée de 25 mètres. À 7 minutes, le plus de 25 mètres possible. Voilà. Ah, c'est génial. Et combien t'en fais? 400 mètres, je ne sais plus combien ça fait, ça doit faire 18, je crois. De Ok, tête, je pense que c'est un truc comme ça. d'accord. Et alors, donc, vous faites patinage en palmas tuba, ensuite le nombre de un maximum de 25 mètres en 7 minutes, et après, vous Voilà. faites quoi d'autre? Et après, on passe sur des blocs de jeu où en fait, généralement, on fait entre une heure et demie de match. Et en fait, entre les différents postulants pour l'équipe de France, on mixe les équipes et on essaie différentes tactiques. Et en même temps, ça permet au coach de voir les qualités de chacun à différents postes et de là, de commencer à faire une sélection. Ok. Et vous étiez combien de participants pour combien de membres pris? Au dernier stage qu'on a fait, c'est qui était il y a 10 jours, un peu plus, 3 semaines, on était 21, sachant qu'il y avait déjà eu une sélection qui avait été faite. Ok. Et sur les 21, ils en gardent combien dans l'équipe de France? À la fin, ils en garderont 12. Ok, donc c'est 2 fois 6. Ok, et donc ça va peut-être répondre Voilà. à une de mes questions, c'est pas, vous avez des remplaçants, et est-ce que des fois vous changez pendant le match, pendant les 15 minutes, vous mettez par exemple Alors, un nouveau défenseur? pendant le match, en fait, pour chaque match, en compétition, on part à 12. Et pour chaque match, on a le droit d'avoir que 10 joueurs sur la feuille de match, 6 joueurs sur le terrain et 4 remplaçants. Et après, les remplaçants, on peut tourner quand on veut pendant le match. À Ok, la seule condition il y a une zone qui est délimitée pour les remplaçants. Et le joueur qui veut se faire remplacer doit rentrer dans la zone des remplaçants pour faire rentrer son remplaçant. ok. Je ne sais pas si ça paraît clair. Si, si, moi je joue, je vais En dans la gros, zone des c'est comme remplaçants, et là le remplaçant peut rentrer dans le game. exactement. Hmm. Ok, donc 12 personnes dans l'équipe de France, et, euh, et j'ai regardé des Et photos, 10 vous avez joueurs des par match. et 10 joueurs par match, mais maximum 6 euh, 6 en sur le jeu. terrain. Ouais. Voilà. J'ai vu les photos de l'équipe de France, vous êtes taillés comme des Golgoth, euh, parce que je crois que certains ont des métiers liés au sport aussi. Si je dis pas de bêtises, tu es pompier, c'est bien ça? Oui, Donc tu es pompier exactement. professionnel. Alors moi, je suis pas pompier professionnel exactement. Moi, je suis pompier de Paris. Ah, ok. Donc depuis plus de 11 ans. Et oui, on est plusieurs en tout cas à avoir des métiers liés au sport. Donc par exemple, Donc tes camarades, ils ont quel métier? on sait qu'il y a un maître nageur, donc lui qui fait qui fait du vélo et des cours d'aquagym tous les jours, donc qui finalement se dépense énormément toute la journée. On est deux pompiers de Paris en équipe de France. On a un pêcheur-plongeur donc, qui est dans l'eau toute la journée aussi. Ok, Donc, donc ouais. on a en tout cas ouais, des mecs qui, dans leur quotidien, dans leur métier, déjà font du sport. Ok. Et est-ce que à côté de ça, vous En avez plus, aussi en plus certains des qui font de entraînements. l'apnée profondeur, euh, de l'apnée câble vertical? euh, je crois pas. Alors, je sais pas, mais je pense pas. Genre, en tout cas, j'en ai jamais parlé avec les autres joueurs. Ça me parle pas. Ok, bah merci Nico. J'avais une autre question. En tant que capitaine de l'équipe de France de hockey subaquatique, comment est-ce que tu fais en sorte
qu'il y ait une cohésion forte et un esprit d'équipe? Est-ce que tu as des tips, des, des choses que tu fais pour maintenir un esprit d'équipe fort? Bah, déjà, ce qui m'aide beaucoup, c'est le fait que on a un groupe qui vivent très bien. Enfin, on s'entend tous très bien. On est quand même tous très potes. Et le truc qui m'aide aussi énormément, c'est que de toute façon, on est tous des compétiteurs et on veut tous la même chose. Ça, déjà, pour fédérer un groupe, moi, ça m'aide énormément pour faire avancer le groupe et le fait que tout le monde tire dans la même direction. Après, pour moi, ce qui est important, c'est de montrer l'exemple. De toute façon, que ça soit dans l'eau, en match, ou même au niveau, quand je parle aux mecs et tout ce comportement non verbal, c'est de, c'est de montrer l'exemple pour que tout le monde suive. Et je pense que ça, déjà, ça marche bien. Et après, c'est le petit discours d'avant-match avant d'aller dans l'eau, histoire de mettre tout le monde chauffé à blanc, histoire Hmm. de sortir et de donner le meilleur. Les fameux discours de capitaine ou de coach. On en voit certains des fois sur Ah, YouTube qui sont... ouais, c'est quelque chose qui. Oui. Mais oui, je pense que ce petit discours, en tout cas, a très clairement son importance. Mais je pense qu'on le voit dans tous les sports, hein. Hmm. Toi aujourd'hui, est-ce que tu as une personnalité qui t'inspire dans le milieu du sport? Quelqu'un qui te sert de modèle? Ah, alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce que j'aurais un sportif qui me... Ça peut être en dehors du hockey, bien entendu, hein. Ça peut être un joueur de Voilà. foot, ça peut être Ouais, un ouais, joueur ouais. d'échecs, ça peut être n'importe qui. Et Alors, après, tu peux n'avoir personne ah, en je sais pas. inspiration. Je dirais que, allez, pour en prendre deux, la facilité sera de dire Antoine Dupont au rugby, parce que c'est sur le terrain, clairement, il montre l'exemple. Et ça n'a pas l'air d'être le plus grand bavard. Il n'a pas besoin de faire des discours de 20 minutes pour entraîner ses mecs. Et généralement, c'est la performance sur le terrain qui parle. Et un peu de la même manière, même si ça reste un sport individuel, ça serait Léon Marchand en natation, où il fait pas de bruit, il vient et il fait sa course. Et c'est pareil, c'est la performance qui parle. Hmm. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve assez impressionnant et qui est assez inspirant, ouais, de se dire que quoi qu'on dise, ça sert à rien de faire des discours de 20 minutes, c'est l'exemplarité sur le terrain ou la performance qui parle. Ok. De montrer l'exemple. Ouais, je pense que ouais, en tout cas, c'est le genre de personne que je trouve assez inspirante en termes de performance et de qualité. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose sur ton sport? Un angle que j'ai pas abordé, que j'ai pas vu. À partir de quel âge on peut commencer et comment trouver les clubs les plus proches de chez soi? Moi, je crois que c'est 8 ans, c'est Pour ça? ainsi. Ouais, généralement, c'est ça. C'est autour de 8 ans pour vraiment commencer à appréhender un peu l'eau et surtout le monde subaquatique. Et après, euh, et après, si ça accroche, pourquoi pas. Et après, de toute façon, pour trouver un club, je pense que le site de la Fédé et se rapprocher de la FFE SSM est un des meilleurs moyens. Ok. Ouais, donc c'est un sport qu'on peut commencer très jeune. Et puis il y a Oui. 80 clubs, donc on peut en trouver un peu partout sur le territoire français. Mm. Pour revenir un peu plus sur Oui, parce que l'apnée, je sais que même en Nouvelle-Calédonie, ça joue au hockey subaquatique. Donc, ouais, on peut en trouver vraiment partout, hein. ouais, top. J'avais une question technique au niveau apnée. Les gars, vous allez en général entre 0 et 2 ou parfois 0 et 3 mètres de profondeur pour les matchs les plus profonds. Est-ce que vous compensez à chaque fois ou vous compensez pas les oreilles? Alors, moi, je compense pas du tout. Ok. Je, non, jamais. Je pense que non, vraiment jamais. Et vous avez déjà des mecs qui sont percés les tympans? C'est déjà arrivé. Alors, est-ce que je pense pas que ça soit à cause de la profondeur pour le coup, mais je pense que en fait, quand on joue, on a les mêmes bonnets que les bonnets de water polo Ouais. pour se protéger les oreilles, parce que c'est déjà arrivé qu'un coup de palme sur une oreille perce un tympan. Ok. Ah, c'est le Donc, coup de palme. Le mouvement ouais, en fait, d'eau. ça a dû faire un effet ventoux sur le tympan et ça aurait percé le tympan. Eh ben Nicolas, je pense que j'ai posé toutes mes questions. Je te souhaite bonne chance pour les championnats du monde 2027. Je vais suivre les Ah championnats oui. de France pour l'équipe de Rennes. Est-ce qu'elle a un prénom, l'équipe de Rennes? Ouais,
Elle a juste le nom du club, le RSSM. Du coup, on s'appelle Rennes, tout simplement. Il n'y a pas de nom particulier pour l'équipe. Ok. Bon, bah, je mettrai le lien. Vous avez une page Instagram? Oui, qui est RSSM. Attends, c'est ça, RSSM Hockey Subaquatique. Ok. Et bah, Nicolas, je te laisse le mot de la fin pour les auditeurs de la Free Diving Family. Bah écoutez, c'était un plaisir d'avoir cette petite interview. Rapprochez-vous de vos clubs de hockey, venez essayer. Vous allez voir, c'est un sport incroyable qui va vous faire découvrir quelque chose que vous n'avez jamais découvert encore en termes de physique, de mental, mais vous allez accrocher énormément parce qu'il y a énormément à découvrir. J'espère que vous avez appris plein de choses dans cet épisode consacré au hockey subaquatique avec Nicolas Merlier. J'espère que ça vous a donné envie d'essayer. Je trouve que nous sommes souvent assez fermés dans nos pratiques de sport subaquatique et c'est très important, je trouve, de s'ouvrir à de nouvelles pratiques, à de nouveaux sports et de rester toujours curieux et ouvert. Le monde de l'apnée est si vaste. Dans les mois à venir, d'ailleurs, je compte vraiment interviewer des joueurs, des joueuses qui viennent du rugby subaquatique, du tir sur cible, et j'ai même découvert qu'il existait la course d'orientation subaquatique. Bref, c'est riche de diversité. Je vais donc conclure cet épisode avec de belles citations qui abordent la diversité. Celle-ci est de Cousteau. La biodiversité ne s'applique pas seulement aux écosystèmes, mais aussi aux cultures des hommes. Pour survivre, une civilisation humaine, comme des écosystèmes, a besoin de diversité. Il y a aussi celle de Mahatma Gandhi qui nous a dit « Notre capacité à atteindre l'unité dans la diversité sera la beauté et le test de notre civilisation. » Il y a aussi Mikhail Gorbatchev qui nous a dit « La paix n'est pas l'unité dans la similitude, mais l'unité dans la diversité, dans la comparaison et la conciliation des différences. » En ce moment, je vis en Égypte, donc je suis dans un pays principalement musulman. Et donc ils ont écrit une belle citation. Et je vais conclure avec celle-ci parce que en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'extrême droite est de retour en force un peu partout dans le monde, avec des milliardaires puissants et un peu fous, faisant des saluts nazis comme si de rien n'était. D'ailleurs, j'ai une pensée pour mon arrière-grande-tante Lucette Moreau, résistante durant la Seconde Guerre mondiale dans les Landes et qui a été déportée dans le camp de concentration de Ravensbrück. C'est hyper important de ne pas oublier le passé pour éviter que tout cela se répète. Nous devons nous battre pour rester unis face à la violence, l'intolérance, la guerre, l'homophobie, le racisme et tout ce qui conduit à perdre notre humanité. C'était important pour moi de rappeler, vu le contexte géopolitique très compliqué, et ici à Dahab, il y a toutes les nationalités. Voilà, tout à l'heure, je mangeais avec une Ukrainienne, hier j'étais avec un Palestinien, j'ai un copain russe qui vient manger des crêpes à la maison tout à l'heure, j'étais au sauna russe, j'étais avec des Israéliens. Bref, donc j'ai une pensée pour tous mes amis ukrainiens, palestiniens, russes, israéliens, souffrant actuellement des conflits armés. Donc pour conclure cet épisode, je vais donner la citation issue de la culture musulmane. Il faut différentes fleurs pour faire un beau bouquet. Bref, vive le sport, vive l'apnée sous toutes ses formes, vive Aïda, vive l'ACMAS, vive la FFESSM, amour, paix et CO2. C'était Julien Moreau pour la Free Diving Family, le podcast 100% apnée. Ciao. Et pour conclure cet épisode, je vous laisse avec la voix de mon ami Seb qui va vous parler de son école d'apnée Océan Harmonie. Salut, c'est Seb Manson d'Océan Harmonie. J'ai l'immense plaisir de vous présenter mon école d'apnée en France et à l'étranger toute l'année. Sous forme de stages originaux, je vous propose de progresser de 0 à 50 mètres de profondeur en recherchant confort, plaisir pour le maximum de bien-être. Pour cela, j'ai développé une pléiade de pratiques conscientes, harmonisées autour de la méditation, la visualisation, relaxation et du yoga. Océan Harmonie, c'est aussi des voyages, de la baie de Marseille à l'Égypte en passant par Madagascar. En France, les stages de progression sont de 3 jours pour vous accompagner essentiellement dans la compensation. En Égypte, au Blue Hole, nous évoluerons dans des conditions de rêve afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs, entrecoupés ça et là d'exploration jusqu'à Ras Mohammed. Nous nous émerveillerons des beautés sous-marines. Enfin, à Madagascar, à la recherche de mammifères marins et de dépaysement hors du commun, nous aurons toute la joie de pouvoir profiter
des merveilles de ce pays fabuleux. Renseignez-vous sur www.océharmonie.fr, WhatsApp, Instagram. Je vous dis à très vite.